la librairie Maupetit, les mots trouvent leur voie. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de la librairie Maupetit. Vous allez écouter l'enregistrement d'une rencontre ayant eu lieu à la librairie le 6 juin 2025 avec l'autrice Aude Vidal. Laissez-vous embarquer. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cycle de rencontres. Peut-être commencer par deux mots de contexte pour vous expliquer si c'est la première fois que vous venez. Alors, il y a de nombreuses présentations de livres à Petit. Ici, on est dans le cadre d'une rencontre de l'actualité des sciences sociales qui est organisée par la MMSH. Donc moi, je suis Thomas Glesner et avec mes collègues Charles Beauvieux, Jérémy Foy et Clémence Revest, on a le plaisir d'organiser donc depuis le début de l'année donc ce cycle de rencontres qui permet de faire connaître des auteurs et des autrices de sciences sociales. Et donc, on travaille chacun dans un laboratoire de la MMSH. Alors, la MMSH, c'est la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Peut-être que vous la connaissez. C'est une fédération de laboratoires qui se trouve à Aix-en-Provence, mais qui, depuis cette année, a une implantation marseillaise. Et on s'occupe, donc là, vous participez, vous nous aidez à développer les activités de la MMSH à Marseille. Et on en est très heureux. On fait ça en partenariat avec Maupetit, avec Laetitia, avec Léa, qui sont les libraires et sans qui tout ça ne serait pas possible. On fait ça également avec l'ami Michel Poutoudis de l'association Coude à Coude, qui œuvre sans relâche, lui aussi, à faire connaître les auteurs de sciences sociales et la pensée critique à Marseille. Voilà pour le contexte et venons-en tout de suite à notre invité du jour. C'est un grand plaisir d'accueillir Aude Vidal, qui est anthropologue de formation, pas que. Elle va vous expliquer quelle a été aussi sa trajectoire, pour discuter de son dernier ouvrage qui s'appelle donc « Dévorer le monde, voyage, capitalisme et domination », qui vient d'être publié chez Payot. Alors, c'est un livre passionnant qui est à la fois un essai qui donne à réfléchir, appuyé sur des enquêtes, sur de la littérature très sérieuse, et qui montre, chiffres à l'appui, l'impact écologique, social, économique du tourisme et aussi, disons, de la culture du voyage, on va y venir. Mais c'est aussi un journal de voyage, vos voyages, où il y a beaucoup d'anecdotes, d'histoires vues depuis différentes positions de voyageuses, vous allez nous l'expliquer, avec des histoires, des anecdotes qui sont parfois drôles, parfois inquiétantes, parfois tristes, souvent inspirantes, et qui font aussi de ce livre un livre très agréable à lire. Mais je dirais, moi, en le lisant, je lui ai trouvé aussi une dimension peut-être un peu dérangeante, mais thérapeutique à la fois, parce que précisément c'est un livre qui nous aide à faire, disons, un travail d'introspection sur notre relation au voyage, mais aussi à se défaire d'une culture du voyage, d'un mythe du voyage, vous dites, qui est omniprésente dans nos sociétés, qui est survalorisée socialement, et qui permet aussi d'explorer, disons, une relation au monde, une relation aux autres, qui pourrait être, disons, libérée de ce besoin frénétique de l'hypermobilité. Alors, commençons peut-être par une première question, et disons celui de l'autoportrait de l'autrice en voyageuse qui ouvre ce livre. Vous avez voyagé, vous avez beaucoup voyagé, je crois surtout en Asie du Sud-Est. Vous y avez travaillé. À partir de ces expériences de voyage qui constituent le matériau, en partie en tout cas le matériau de ce livre, vous avez bâti cette critique radicale de la culture du voyage. Alors ma première question, elle serait ceci, est-ce que ce livre finalement, est-ce que c'est le journal d'une repentie ? Eh ben, pas du tout. Enfin, vous m'entendez, ça va ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai du mal à me défaire, comme plein de personnes ici, j'imagine, de l'envie de voyager. Si je vois un reportage sur un bel endroit à la télé, j'ai envie d'y aller. Enfin bref, je suis un peu comme tout le monde et j'ai pas encore réussi à me détacher du monde et puis à me dire que tout ça est bien vain et à rester dans ma bibliothèque. Donc je fais partie de ces gens qui aiment qui aiment voyager et qui essaient de voyager avec le moins d'impact écologique, sociaux que possible et qui y arrivent pas forcément, quoi.
Donc, et puis surtout, la démarche du livre, elle est... il y a une certaine écologie politique où il s'agit de viser la perfection en fait, des modes de vie et puis d'être quelques-uns à être des exemples pour le reste du monde en ayant un mode de vie particulièrement sobre. Et moi, c'est pas mon cas. Et comme en général, c'est pas le cas. En général, notre mode de vie, puis l'impact écologique de notre mode de vie, il est assez corrélé à notre revenu. Et donc, voilà, je prétends pas aller à contre-courant et à donner des exemples de perfection sur cette terre, quoi. Alors, vous partez de ce point de départ que justement le voyage est une pratique très valorisée dans nos sociétés, auquel beaucoup de valeurs positives sont associées. La découverte, la rencontre de l'autre, la curiosité, la connaissance, la construction de soi-même à travers le voyage, etc. Du coup, est-ce que vous pourriez peut-être revenir là-dessus et de voir comment finalement elle s'est construite cette valorisation du voyage, à la fois qui est ancienne, mais aussi qui a connu, disons, une version aujourd'hui beaucoup plus réactualisée dans l'hypermobilité également, qui est une valeur en soi dans nos sociétés actuelles. Ouais. Alors, pour faire très très court, une histoire du voyage, moi, les trucs que j'ai trouvés, c'était... On dit souvent que le voyage, avant, c'était plutôt un voyage... un voyage utilitaire, un voyage de marchand, un voyage d'étudiant, de professeur, et que le voyage d'agrément est arrivé assez tard, et notamment avec la facilité des moyens de transport, notamment le train et le bateau à vapeur. Mais au cours de mes recherches là, pour le livre, j'ai quand même trouvé, c'était la mention d'un pur voyage d'agrément qui était un livre du Moyen-Âge qui parle d'une route qui va d'Avignon à Valenciennes, je crois, et dans lequel la personne qui raconte ce voyage, qui est un voyage donc pour des marchands, pour des gens qui font des affaires, fait un petit détour de une journée de marche en fait, pour aller voir une curiosité qui se trouve, alors je sais plus où elle est exactement, mais une curiosité naturelle et tout, et faire un détour de 2 jours de marche, c'est quand même un gros effort pour la simple curiosité, et donc pour moi je pense que c'est peut être déjà qualifié de tourisme. Et après, ouais, donc le tourisme en soi, c'est un mot qui vient du Grand Tour, qui était fait qui était une habitude des jeunes aristocrates aussi, qui ont leur formation en Europe, et en particulier en Europe du Sud, et en particulier en Italie, en Grèce, qui sont les berceaux de civilisation, avec beaucoup de vestiges architecturaux, une grande culture, et beaucoup des endroits chargés d'histoire. Et donc ce grand tour, il est très marqué aussi par le fait que c'est social très particulière, et avec beaucoup de moyens qui pouvaient voyager de cette manière. Et aujourd'hui encore, il y a une manière aussi une distinction sociale qui passe par les voyages. Et dans le livre, je signalais aussi comme ça que où faire une année Erasmus dans un cursus académique, c'était plutôt bien perçu, et aujourd'hui c'est devenu très banal. Et donc il faut aller plus loin, il faut aller faire une année à Singapour, il faut aller faire une année aux États-Unis, et une sorte d'extension un peu de la extension de la distance en fait, qu'il ne faut pas courir, faut faire partie des gens qui ont une expérience plus intéressante et plus valorisée que d'autres. Et pour revenir dans un cas de pur tourisme, par exemple le tourisme le tourisme spatial, il y a eu des exemples récents aussi de distinction par des destinations complètement farfelues et complètement avec un impact écologique inimaginable, quoi. Et notamment avec cet essor du tourisme spatial, quoi. Donc il y a une espèce de course pour aller le plus loin possible, et comme tout le monde joue à ça, il faut aller plus loin pour continuer à se distinguer. Ouais. Et en plus, vous rappelez à quel point le tourisme est lié
aussi au voyage, mais à l'exploration, et donc à la découverte, au défrichage des terres inconnues. Et vous faites cette association qui est très intéressante entre, disons, la dimension genrée des terres à défricher, qui sont aussi, disons, des voyages qui vont à la rencontre de l'autre, et de l'autre féminin en même temps. Il y a ces terres vierges et ces femmes vierges qui sont dans un rapport concupiscent, disons, et colonial aux terres lointaines. Oui, il y a toujours eu un truc dans l'exploration qui était une sorte de... Enfin, l'exploration un peu telle qu'on la connaît à l'occidental, qui est marquée par la domination et par une manière d'altériser l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres... aujourd'hui, on braque les projecteurs aussi. Il y a une autre histoire des grandes découvertes. Il y a une autre histoire, je pense à l'histoire à parts égales aussi, où on renverse un peu le regard, et puis on voit que nous-mêmes Européens aussi, on fait l'objet d'une découverte par les gens qui les ont rencontrés pour la première fois au XVe et au XVIe siècle, notamment en Asie du Sud-Est. C'est le livre de Romain Bertrand. Mais oui, il y a quand même une histoire très occidentale, blanche, dominatrice de la découverte, et dans lesquelles les femmes sont aussi l'objet de la découverte, et elles sont considérées aussi comme des attractions du voyage, ou des expériences, comme on dit maintenant sur Airbnb, et avec une forte exotisation aussi des femmes. Et dans le livre, un anthropologue qui s'appelle Franck Michel, et qui a travaillé sur l'Asie du Sud-Est aussi. Et c'est un peu pour ça que je le connais, et notamment par quelques ouvrages aussi sur la prostitution, et en particulier en Thaïlande, et donc lui aussi il dresse ce parallèle de la domination touristique sur des pays plus pauvres, et qui est aussi la domination, et puis de gens de classe plus aisée sur des classes plus pauvres qui ont des petits métiers touristiques, et qui est aussi la domination de l'homme l'homme en voyage occidental, bourgeois ou petit bourgeois, sur les femmes locales, ouais. Et notamment, je me disais, alors cette question de domination, c'est une chose, et puis après il y a aussi cette question des chemins battus et des chemins explorés, vierges et tout. Et je me disais, oui, que ça c'était un peu le même mépris pour les sentiers battus. Vous savez, on dit souvent il faut sortir des sentiers battus, et il y a un vrai mépris dans la littérature de voyage, dans les propos des voyageurs, sur le fait qu'il faut sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus, pas faire comme tout le monde, essayer d'éviter les endroits où il y a trop de monde, où c'est plus ça, voilà. Et d'une certaine manière, c'est un mépris de la manière d'exprimer le mépris, elle peut ressembler aussi beaucoup à la manière dont on traite les femmes qui ont une vie sexuelle très active, quoi, et qui connaissent beaucoup d'hommes. Et donc le fait on compare assez volontiers. Enfin, on les compare pas, mais pour moi, ça me sautait aux yeux que le mépris pour les sentiers battus était le même pour les femmes qu'on dit faciles, ou des femmes très disponibles sexuellement, quoi. C'est ça, dans aussi cette obsession de disons du tourisme comme étant une manière systématiquement de repousser la frontière, ou d'aller dans les endroits inaccessibles. Vous parlez de pratiques touristiques comme c'est le dark tourisme, je crois, qui est donc d'aller explorer, par exemple, sur le site de Tchernobyl, d'essayer de franchir des endroits interdits pour pouvoir aller les reconnaître ou les explorer. Donc ça va effectivement, le tourisme spatial, ou je pense aussi, en vous lisant, je ne pense pas que vous l'avez mentionné, le tourisme sous-marin, maintenant, qui s'est terminé tragiquement pour quelques millionnaires qui avaient pensé pouvoir aller explorer les fonds marins dans un micro sous-marin. Donc, en effet, il y a quand même derrière cette mythologie de la frontière et de la conquête. Ouais. Oui. Et puis cette expression-là d'aller quelque part avant que tout le monde y aille. Voilà, si vous allez en Croatie aujourd'hui, on vous dit c'était super la Croatie avant que tout le monde y aille. Là aujourd'hui, là c'est plus intéressant. Il faudrait trouver un autre pays un peu inexploré et tout, sachant qu'en fait, en général, la mise en tourisme, c'est quelque chose qui dépend. Enfin, c'est pas comme si le choix d'une destination était un choix qui était complètement hors sol.
et qui correspondaient pas aussi à une construction sociale. Il y a notamment la mise en tourisme, les récits de destination et tout qui se construisent aussi à travers la publicité, à travers la presse, à travers aussi les récits des gens qui reviennent. Il y a aussi tout l'aménagement touristique aussi des destinations qui se construit souvent avec de l'argent en fait, qui peut au début s'improviser un petit peu avec des petits entrepreneurs locaux et puis très vite, là j'en parle à propos d'une thèse de Pascal-Marie Milan sur les Na de Chine qui sont un peuple chinois qui est connu pour son organisation sociale matrilinéaire, mais qui est aussi habitant d'une région très touristique du sud de la Chine. Et donc elle raconte comment les petits entrepreneurs se font une petite activité en lien avec le tourisme. Et puis très vite, les gens qui arrivent à mobiliser des grosses sommes pour faire un hôtel ou un plus grand hôtel, ce sont des gens de la majorité Han. Et donc il y a cette espèce d'aménagement en fait qui implique aussi la participation d'entrepreneurs plus gros, plus éloignés lieux touristiques et qui sont plus inclus dans les circuits capitalistes et notamment bancaires et financiers, quoi. Alors j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous décrivez avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'humour, je dirais, les comportements névrotiques que la frénésie du voyage suscite en nous, notamment les petits dans les est-ce que tu as été là-bas? Est-ce que quand on a visité les îles, les personnes vous écoutent un peu ennuyées et puis finalement vont vous poser la question, mais celle-là, est-ce que tu l'as visitée? C'est justement celle-là où il fallait aller parce qu'il y avait moins de touristes, etc. etc. Et vous mettez en avant cette expression, la collectionnite touristique. Alors, qu'est-ce que... Oui. Alors ça, je pense que ça correspond à des expériences qu'on a en tête probablement, vous et moi, de revenir de vacances ou d'avoir des amis qui reviennent de vacances et puis ils vous racontent. Et puis moi, une expression avec laquelle j'ai beaucoup de mal, c'est l'expression on a fait... Voilà, c'est une expression que j'aime pas trop, mais qui m'échappe des fois, de temps en temps. Enfin, c'est le type même des expressions qui tournent. Donc j'ai écrit un petit chapitre qui s'appelle « Ce qui est fait n'est plus à faire ». Et sur l'idée de collectionner les destinations, sachant que c'est aussi peut-être un trait que je dis assez vite dans le texte et tout, d'avoir du plaisir à revenir sur les lieux, qui fait que c'est compliqué de visiter le monde entier quand on a toujours envie de revenir au même endroit, quoi. Donc à un moment, il faut choisir de toujours passer ses vacances à des endroits qu'on apprécie, qu'on commence à connaître et tout ça, et faire le deuil de cette collectionnite touristique, et notamment le fait de se dire qu'une fois qu'on a fait une destination, c'est pas la peine de la refaire, et que il faut visiter le monde, il faut aller voir tous les endroits, et d'une certaine manière, il y a un petit truc un peu crève-cœur de se dire j'irai jamais au Pérou. Bon, voilà, il y a un truc un peu trire à se dire qu'on n'ira jamais dans toutes ces destinations qui nous font rêver. Mais moi, j'ai un côté assez à la fois voyageur et casanier que j'explique au début. C'est-à-dire, j'aime bien voyager tranquillement, j'aime bien voyager dans des endroits que je connais déjà. Oui, j'ai un petit truc pas très aventureux. Et qui était aussi une manière de ne pas me poser en super voyageuse, les autres sont des touristes, moi j'explore des trucs, je vais partager avec vous mes histoires de voyage. Je raconte une histoire de voyage un peu banale aussi, un peu normale, quoi. Et je m'appuie sur ça ça fait partie des choses sur lesquelles je m'appuie pour parler du tourisme aujourd'hui, avec aussi j'utilise aussi des gros un bouquin qui est sur la table là, qui s'appelle Sociologie du tourisme, que moi je trouve vraiment vraiment génial. C'est un petit bouquin très synthétique et qui notamment donne pas mal d'éléments sur qu'est-ce que c'est le tourisme aujourd'hui. Donc à la fois sur des histoires de tourisme comme on en a tous, et à la fois sur la littérature, et puis à la fois sur
sur une littérature que j'aime particulièrement, qui est les publicités pour les destinations dans le métro parisien, qui font vraiment partie de mon corpus. Et notamment, je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler. Non, je vous en prie. Allez-y. Et notamment le fait qu'il y a toute une saisonnalité des publicités pour les destinations dans le métro parisien. Et que, alors avant Noël, c'est pas la peine parce que Noël, c'est quand même un truc qui se prépare des mois à l'avance. Mais après Noël, il y a ce truc-là de commencer à réfléchir à où est-ce qu'on va pour les. Et en janvier-février, c'est là que les gens achètent à l'avance les billets d'avion pour les destinations les plus lointaines. Et c'est là qu'il y a les publicités pour les voyages les plus lointains, les Maldives, etc. Et sur des très beaux voyages en avion. Et puis petit à petit, dans la saison, les destinations se rapprochent. Au mois de juin, pour les gens qui n'ont vraiment rien réfléchi à l'avance, il y a la journée au château de Fontainebleau, des choses comme ça. Enfin, des destinations qui sont beaucoup plus proches, où on peut aller en RER et ça se rapproche comme ça. Et après, il y a aussi, je glose un peu sur une publicité un peu isolée que j'avais vue, qui était une publicité sur c'est avant le voyage, après le voyage. Et donc avant le voyage, c'est une jeune femme qui dit j'en peux plus de mon boss. Et après le voyage, c'est j'en peux toujours plus de mon boss, mais au moins j'ai un joli bronzage. Et qui appuyait sur là où ça fait mal, qui est que le voyage est peut-être une parenthèse enchantée, mais quand on revient, on a toujours la même vie, dont le voyage a promis de vous extraire un instant, quoi. Et donc, à partir de ces publicités, je me suis aussi permis de m'interroger sur la fonction du voyage par rapport à la remise en cause des modes de vie urbains basés sur le surtravail et tout ça. Oui, et ça fait partie également de la valorisation du travail, c'est qu'elle reste liée, c'est un peu l'envers du travail, la valorisation du voyage qui est l'envers du travail, pardon, et liée malgré tout aussi à la question des congés payés, du droit aux vacances, et donc qui considère que le voyage, c'est aussi, on l'associe avec les vacances. Alors, un point moi qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que vous questionnez l'idée aussi, ça c'est en termes de connaissance du monde, vous questionnez l'idée que aller sur place permet nécessairement de mieux connaître les endroits. Et vous avez, je crois, cet exemple, vous dites pouvoir visiter le site d'Angkor, et je me rappelle vaguement qu'en gros, c'est une vieille civilisation d'il y a 2000 ans, mais que probablement j'en aurais su beaucoup plus si j'avais lu un livre ou si j'avais regardé un documentaire. Et alors, c'est intéressant parce que du coup, vous revalorisez aussi les médiations dans notre manière de connaître le monde, c'est-à-dire que plutôt que nécessairement passer par le voyage et par l'expérience des endroits, revaloriser tout simplement la littérature, le cinéma. Oui, alors c'était en janvier ou février et tout. J'ai sorti avec l'autorisation de mon éditeur un petit extrait du livre parce qu'il me semblait qu'il était dans l'actualité du moment parce que tout le monde allait à Mayotte pour soigner les écrouelles locales et tout. Donc il y avait un truc de voilà, si je suis un responsable politique, il faut que j'aille à Mayotte pour qu'on voit que je me suis intéressée donc, à un département qui a été touché par un cyclone et tout, même si probablement c'est pas le meilleur moment pour y aller. Et il y a même Marine Le Pen qui a eu un accident de bateau, je crois. Donc il n'y avait pas assez de gens dans les hôpitaux. C'était intéressant d'Occident pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent engorger les hôpitaux de Mayotte. Donc il y avait un truc un peu de j'ai besoin qu'on voit aller à Mayotte avec la espèce de comment on dit de prestige du terrain, de oui mais moi vous savez je suis bien au courant des réalités mahoraises et tout puisque j'ai su aller à Mayotte en voyage et donc j'avais l'impression que toute la classe politique partait là-bas. Y compris évidemment des gens du gouvernement, mais il y en avait vraiment beaucoup en fait. Il y avait un président, un premier ministre, un ministre des Outre-mer, un ministre de ci, de ça. Et puis il y avait même des opposants, donc, comme Marine Le Pen. Et donc oui, ça donnait, ça m'avait aussi pas mal interpellé en fait, ce truc des visites ministérielles sur le terrain, alors que sur le terrain, un ministre et vous et moi. Alors un ministre peut avoir plus de médiation qui lui permettent de rencontrer plus de gens qui ont des propos construits et tout, mais en général, quand on va sur un terrain, on n'apprend pas grand-chose.
et une visite ministérielle de 2 jours, c'est déjà pas mal. Et sachant que prendre le temps de lire des rapports, de contacter des gens qui ont des choses à dire et tout, c'est toujours plus intéressant et plus riche parce qu'il y a des propos construits, il y a cette médiation. Mais on a besoin qu'on le voit aller sur le terrain, s'intéresser à ce qui se passe et, comme je disais, soigner les écrouelles parce que finalement, il y a un petit côté, ma présence est en soi un bienfait qui va vous mettre dans une belle humeur et vous permettre de surmonter les catastrophes, quoi. Alors, il y a une partie importante de votre livre qui est consacrée à une critique de l'industrie du tourisme et au phénomène du surtourisme. Vous revenez sur le duo infernal low cost Airbnb, dont vous montrez qu'en réalité c'est un trio parce que l'État, bien évidemment, est derrière avec des avantages fiscaux pour le kérosène et des abattements fiscaux sur les locations saisonnières et toutes les transformations que cela a impliqué. J'ai plus inattendu, en tout cas en ce qui me concerne, que vous tordez le cou à 2 idées reçues, qui est à la fois, donc on constate cette augmentation des voyages grâce en particulier au low cost et des voyages en avion, mais vous dites la diminution des prix des vols, c'est l'idée reçue, la diminution du prix de vol aurait permis une démocratisation du voyage. Or ça, vous dites ce n'est pas le cas. Ouais, Pardon, l'autre idée reçue, c'est que la manne touristique a permis d'améliorer les conditions de vie dans le sud global. Oui. Alors, moi j'ai toujours détesté aussi l'expression démocratisation du voyage en avion. Je trouve que démocratiser, ça veut dire impliquer tout le monde pour décider ou non. C'est intéressant d'avoir autant d'avions qui sillonnent le ciel et à quel prix, à quel prix serait le billet et tout. Donc je préfère le mot massifier. Et en lisant, alors je ne saurais plus les citer aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous aviez pris une note et tout. Mais il y a une très bonne étude qui avait été faite sur qui utilisent l'avion. Et puis j'ai utilisé, pardon. D'accord. Et il y en avait aussi, je crois que j'en cite une autre aussi, mais sur le TGV qui a été faite par Julien Milanesi. Alors lui, je me souviens de son nom parce que c'était un copain avec qui on avait fait une revue écolo. Et donc, sur le temps long, parce que l'étude, elle commence dans les années 60 ou 70, elle utilise des données des années 70. On s'aperçoit qu'il y a plus de gens qui, en effet, prennent l'avion, mais que les gens qui le prenaient déjà il y a quelques décennies le prennent de plus en plus. Et qu'en général, c'est très corrélé aux revenus. Et que... J'ai ici, je pensais peut-être là, c'est Johan de Molly et peut-être Jeanne Subtil. En tout cas, dans les chiffres que vous donnez, en 2008, 10% des Français les plus mobiles voyagent pour 60% de l'ensemble des kilomètres réalisés par les Français. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, alors, il y a eu une extension vers le bas de la pyramide sociale et économique des avions. Mais en revanche, il y a toujours de grandes différences dans les usages entre les usages des gens les plus aisés et les usages des gens les plus pauvres. Et ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens encore qui le prennent jamais, qui n'ont jamais l'occasion de le prendre, et puis qui n'ont pas non plus l'occasion de prendre le TGV, et qui sont très peu mobiles en fait. Et cette mobilité, elle est relativement corrélée. Alors elle est corrélée aussi à l'âge, à d'autres aspects et tout, mais elle est beaucoup corrélée à la possession d'un capital économique. Et également aussi à la possession d'un capital culturel, social, et notamment le capital qui peut vous permettre d'avoir qui habite dans la France entière, voire à l'étranger, et qui peuvent vous recevoir parce que souvent quand on parle de tourisme, on parle de nuitées commerciales. Mais en fait, il y a autant de nuitées commerciales qui sont prises par les gens qui voyagent en France que de nuitées dans la famille. Et c'est une sorte de continent, enfin de continent inconnu du tourisme dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il ne crée pas d'économie, mais qui en revanche est une façon de voyager qui est aussi très, très, très commune et puis très répandue, quoi. Et alors, donc, les chiffres également que vous donnez sur le fait qu'en réalité, le tourisme bénéficie massivement aux Occidentaux. Vous dites que 56% des recettes du tourisme en 2019, 56% sont captées par l'Europe et par l'Amérique du Nord. Et alors que seulement 3% des budgets touristiques sont dépensés en Afrique, 10% en Asie du Sud-Est.
Oui, alors ça, c'est des données qu'il y a dans Saskia Cousin et Bertrand Réau, je crois. Absolument. Donc le livre Sociologie du tourisme qui est sur la table. Et c'est des données qui montrent, alors d'abord que le plus gros du tourisme se fait près des bassins de population les plus aisés, notamment parce qu'on voyage beaucoup près de chez soi. On voyage beaucoup dans son pays aussi. En France, on entend beaucoup parler des touristes. Enfin, c'est devenu la seule politique publique sur le tourisme. C'est 100 millions de touristes étrangers qui viendraient en France. Alors qu'en fait, les touristes étrangers restent en moyenne 5 jours pendant leur séjour et consomment 15% des nuitées commerciales. Donc ça veut dire que 85% des nuitées sont achetées par des gens français qui vont visiter une ville française ou qui vont, pour d'autres raisons que touristiques, qui vont à l'hôtel pour d'autres raisons, quoi, ou au camping. Donc la plupart de l'économie touristique, elle se fait autour des bassins de population, dans les bassins de population des populations qui sont très solvables, et un peu moins dans les pays moins riches, et moins les pays sont riches et moins ils accueillent de touristes, et moins les pays sont riches, et plus la proportion, enfin plus les investissements sont des investissements étrangers, puisque c'est tous ces aménagements des avec ne serait-ce que les transports et l'hébergement. Tous ces aménagements, donc, ils demandent de l'argent, ils demandent des investissements qui peuvent être le fait d'investisseurs, alors soit qui sont des petits investisseurs locaux, et à mesure que les investissements sont importants, c'est des investissements nationaux ou internationaux. Et c'est ce qui fait que donc, les pays les plus pauvres, les moins dotés économiquement sont aussi ceux qui reçoivent le moins d'argent de tourisme, et c'est celui qui le garde le moins aussi pour développer leur propre économie. Et sur ce sujet-là aussi, moi, je parle un peu dans le livre de ma propre retraite, qui était globalement une étude économique et sociale d'un village autochtone en Asie du Sud, en Malaisie péninsulaire. Et ce village qui m'avait été conseillé pour d'autres raisons aussi, parce que c'est un village sur lequel il y a eu des recherches dans les années 60 qui ont été faites, et de recherches aussi à la fin des années 90, un village qui a été ethnographié à plusieurs reprises, ce qui permet aussi de voir les évolutions de la vie sociale et matérielle des gens. Et il se trouve que ce village-là est aussi la porte d'entrée d'un parc national, et qu'il y a c'est une dimension le tourisme est assez important dans à la fois les imaginaires et l'économie du village, et donc ça m'a permis de voir ce que donnait une manne touristique, parce que c'est perçu de manière très très positive, et pour le faire vite, mais on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Pour le faire vite, c'est une manne qui ruisselle pas beaucoup, et qui est captée par quelques acteurs assez réduits, qui du coup fait saliver beaucoup de monde dans le village, mais qui crée quelques personnes, qui crée quelques... je ne sais pas si on peut dire accaparement, parce que c'est des gens qui travaillent dans le tourisme, mais en tout cas des inégalités très très fortes entre ceux qui bénéficient du tourisme, bénéficient très bien, et puis ceux qui n'en bénéficient pas du tout. Oui, vous montrez de nombreux exemples, notamment dans la gestion des parcs nationaux, sur le tourisme écologique et les effets délétères que ça a sur les sociétés locales, notamment en reprenant l'expression de l'historien Guillaume Blanc, qui parle de colonialisme vert, quand on veut comme ça, disons, préserver des endroits vierges à l'étranger pour pouvoir continuer à pouvoir aussi, en contrepartie, polluer tranquillement ailleurs. Alors peut-être, parce qu'on s'approche... Mais pour revenir sur mon petit village et tout, ouais. Dans mon village, le tourisme, il est plutôt perçu positivement, et il n'a pas d'impact écologique. Justement, il contribue aussi à légitimer la préservation. C'est pas comme... Il y a des parcs nationaux dans lesquels... l'existence du tourisme et la qualité de parc et de préserver permet justement de préserver des modes de vie locaux, et il y en a d'autres dans lesquels c'est pas du tout le cas, notamment en Tanzanie, au Kenya en ce moment, où il y a des populations autochtones qui sont privées de leur et en Égypte et en Éthiopie par exemple, dans les livres de Guillaume Blanc, qui sont de leur lieu de vie et de leurs ressources à cause du tourisme et à cause de la préservation pour raison touristique.
Alors justement, dans votre livre, il est aussi dérangeant pour ça, parce qu'il n'épargne pas nécessairement les formes alternatives de voyage, parce que vous dites finalement le repoussoir du voyage ou du voyageur, c'est toujours le tourisme. Mais la critique du tourisme et du surtourisme, parfois, c'est une façon un peu facile d'évacuer ou de préserver le voyage en tant que tel. Et donc il suffirait non pas simplement, ce ne serait pas le voyage en soi qui serait mauvais, mais c'est la manière de voyager moins, de voyager mieux. Donc vous évoquez toute une série de solutions, mais vous dites par exemple, c'est pas le voyage en backpackers, sac au dos, voire les bagpackers qui sont ces jeunes qui voyagent en mendiant et qui créent du scandale là où ils se trouvent, parce qu'évidemment c'est comme s'ils faisaient abstraction, disons, de leurs appartenances à des catégories privilégiées de voyageurs. Mais malgré tout, il y a dans les formes alternatives de voyage, vous dites, des voyages où on reste longtemps, parfois où on protège les populations locales de par sa propre présence. Là, je pensais à la Palestine. Oui. Oui, j'ai parlé de la distinction sociale dans le tourisme par l'éloignement et puis la distance. Et il y a aussi une distinction par la qualité du voyage qu'on fait. Si c'est vrai, évidemment, ça semble beaucoup plus légitime de partir pour visiter les musées du Caire et les pyramides que pour je sais pas, aller boire des coups quelque part avec des copains. Et donc il y a un truc à la fois de mieux voyager, c'est un enjeu. Et alors ça peut passer par des formes de tourisme culturel, ça peut passer par des formes de tourisme alternatifs qui sont de fait moins impactantes, qui peuvent être intéressantes à condition aussi de pas d'avoir un peu de sincérité et puis de pas tomber aussi dans d'autres machines économiques qui se servent de ça. Et puis je mentionne ce tourisme solide qui se crée, vous savez, notamment dans les associations catholiques ou les associations communistes. Il y avait beaucoup d'échanges. Et aujourd'hui encore, j'ai rencontré une association qui s'appelle Amar, qui travaille avec le Brésil. Donc c'est une association en Bretagne et qui crée des échanges qui permettent aussi de valoriser les populations locales et notamment de participer à leur des occupations qu'ils font, qui sont plus ou moins légales en fait. C'est une loi agraire qui met du temps à se mettre en place au Brésil et qui demande volontarisme de la part des futurs paysans, enfin des paysans sans terre qui essaient d'occuper des terres. Et donc ça peut valoriser aussi les populations locales par rapport à la bourgeoisie ou les classes dominantes qui sont les leurs et qui ont tendance à les mépriser. Et donc arriver avec ce prestige de l'étranger, ça peut apporter des bénéfices intéressants aux gens, puis aussi pour les gens qui partent aussi, être dans un hôtel 3 étoiles ou dans des terres occupées au Brésil, c'est pas exactement la même chose. Et puis en Palestine aussi, il y a des exemples de voyages de voyages sous protection en fait, et notamment sur la cueillette des olives. La raison pour laquelle on peut encore manger de l'huile d'olive, acheter de l'huile d'olive de Palestine, c'est parce que lors de la cueillette, il y a aussi des Occidentaux qui viennent et qui participent à la cueillette et qui sont en mesure de documenter les entraves à la cueillette qui sont faites des autorités d'occupation en Cisjordanie ou même carrément protéger les locaux par leur témoignage et puis leur statut un peu spécial, quoi. Alors peut-être une dernière question avant d'avoir un échange avec les auditeurs et les auditrices. Vous racontez aussi dans votre livre, disons, des belles histoires de sédentarité curieuse. Vous l'avez dit, hein, vous dites finalement, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de revoir un paysage plutôt que de les découvrir. Je crois que c'est une boulangère de Bornéo, je crois, qui ne voyage pas parce qu'elle n'en a pas les moyens, mais qui, par contre, est très curieuse des touristes pour leur poser des questions très précises sur la façon dont ils préparent le pain et qui se nourrit finalement de ces contacts et de ce monde vu depuis sa boulangerie. Vous avez aussi des témoignages de personnes qui ne voient plus l'intérêt
de voyager dans des endroits où ils ne connaissent pas et qui préfèrent, disons, organiser leurs déplacements en fonction de leurs relations sociales. Alors, du coup, peut-être, est-ce que la meilleure façon de s'émanciper de l'idéologie du voyage, est-ce que c'est de rester chez soi ? Alors, probablement que oui. Probablement que oui, mais il y a des approches très critiques et très radicales du tourisme qui sont beaucoup plus, on va dire, univoques que la mienne, et que j'aime beaucoup aussi par ailleurs. Et moi, je cite beaucoup dans le livre Rodolphe Christin, dont les livres sont sur la table, et puis Henri Maurat, qui a écrit Désastres touristiques. Et je trouve que c'est à lire du début à la fin, tout est vrai. En revanche, moi, j'avais envie de parler aussi d'aspects un peu plus positifs aussi, qui parlent à tout un chacun et qui, à mon avis, sont plus partagés et qui constituent des bons terrains des bons terrains d'entente en fait pour réfléchir à ce que ça signifie aujourd'hui. Et donc, parce que je fais partie aussi la semaine dernière, j'étais à une foire bio, et avec donc beaucoup d'écolos dans la pièce, et quand j'ai demandé qui aimait les voyages, en fait, presque tout le monde a levé le doigt, et puis moi aussi. Et donc de partir un peu de cette expérience qui est partagée, qui est à mon avis plus partagée, qui est celle de aimer les voyages, avoir envie de voyager et avoir la possibilité de le faire. Et parce que si j'étais partie comme terrain, si ça avait été les gens de mon entourage qui n'aiment pas voyager, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de matière. Et donc j'ai fait plutôt un bouquin sur les gens qui ont envie de voyager, sur les attentes, sur les besoins, sur tout ce qui s'exprime en fait, tout ce que l'envie de voyager signifie en fait, et de quoi elle est chargée. Mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens qui n'avaient pas envie de voyager. Et il se trouve que les deux personnes dont j'ai un petit peu parlé sont des paysans, ou des personnes qui se définissent comme des... donc un qui a jamais voyagé, c'est vraiment pas son truc, il aime bien rester chez lui, il s'est créé un petit chez lui à la campagne agréable, avec un âne, des poulaillers, tout ça. Et puis un autre, alors c'est marrant, son profil est assez différent, c'est un paysan qui a beaucoup voyagé, qui est un néo-paysan qui a eu une première carrière avec des bons revenus, avec un statut social élevé et tout. Et il raconte le voyage avec sa compagne au Laos. Donc ils sont dans une ville, ils arrivent dans une ville où il n'y a pas de touristes, et il y a quand même des infrastructures touristiques, parce que c'est une ville de foire. C'est une ville où il y a régulièrement tous les mois pour partager leur production. Et donc il fait ce truc-là qui est le rêve de tout un touriste, qui est d'arriver dans un pays, d'arriver dans un endroit où il y a à la fois des infrastructures pour l'accueillir et à la fois pas les autres touristes, quoi. Et donc il raconte ce rêve de touriste. Il m'a raconté ça sur le stand du marché. Et c'est génial. Et à la fois c'est là on a un peu eu l'acmé du tourisme. Est-ce que ça nous rend si heureux que ça ? Est-ce que machin ? Et finalement, ça a été un peu le dernier voyage. Et ensuite, ils sont revenus à la maison, et ils se sont installés, paysans. Et donc, parce que ce qu'il me racontait sur le marché, il me disait, moi, j'ai plus envie de voyager si c'est pas pour aller revoir des gens que j'aime bien, ou si c'est pas, je vais pas aller voir des gens que je connais pas, et je vais pas aller voir des lieux que je connais pas. J'ai déjà assez d'occasions d'aller voir des gens que j'aime. Et donc, il raconte aussi que, comme il est paysan dans un joli endroit qui est le Lot-et-Garonne, il raconte que maintenant, il fait partie du décor. Et qu'avant, il était la personne qui regardait les décors, s'extasiait et tout, et maintenant, il fait partie du décor, ce qui est une autre position, quoi. Bien, merci Aude Vidal. Je pense qu'on peut d'abord vous remercier. Et c'est la fin de cette rencontre. Nous vous remercions pour votre écoute. Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir le premier épisode de notre podcast autour du livre « Peut-on voyager encore ?» de Rodolphe Christin, ainsi que « Nous avons besoin d'un ailleurs qui n'existe pas » de Lucie Azéma, à retrouver au rayon sciences humaines de notre librairie. C'était Mon Petit Podcast. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez découvrir nos prochains événements sur notre site internet maupetitlibraire.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux et newsletters. À bientôt!